Après avoir été longtemps abonné à Durandal, puis m'être désabonné par lassitude des critiques, je suis retourné auprès de sa chaîne quand il a sorti sa vidéo sur le trailer de Wonder Woman 1984. On peut voir du coup des plans assez larges et surtout très composés. Le plan avec l'intérieur était très composé, mais là on peut voir qu'il y a un bon profil parfait avec la caméra qui est parfaitement perpendiculaire au tapis rouge, la voiture qui est parfaitement de dos, et elle qui avance parfaitement de profil avec en plus juste un côté de la jambe qui est ouvert avec sa robe. Donc tu travailles bien du coup le côté vision de côté. Et j'ai à nouveau regardé quand il a sorti sa vidéo sur le trailer de Tenet. Qui malgré une lumière assez réaliste était quand même très éclairé et plutôt hollywoodien. Et là t'as vraiment l'impression qu'il y a une image, une lumière réaliste, une lumière réelle, notamment parce qu'il y a beaucoup de plans où ça devient du coup très très sombre. Et je trouve difficile à étalonner, surtout quand ton héros est afro-américain et qu'il a la peau noire à la base. Alors heureusement que les yeux sont blancs, quoi, les yeux attirent toujours, mais quand tu fais un truc avec une basse luminosité et quelqu'un qui a la peau très noire en plus, ça veut dire que ton chef-op a du talent quand même, parce que c'est... Après ces deux vidéos, j'ai eu la curiosité d'aller en voir d'autres. Pendant longtemps, sa série Pourquoi j'ai raison et vous avez tort m'a repoussé. Parce que selon moi, imposer son avis sur une œuvre, c'est aller à l'encontre du principe d'une œuvre d'art. Chaque personne va réagir différemment à un film, et donc avoir un avis différent. J'ai donc regardé le Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Incassable, qui est un de mes films préférés. Et j'ai été agréablement surpris. Et pour retranscrire ça, Knight s'en est donné à cœur joie sur les plans séquences. Et genre non seulement ils sont magnifiques, complexes, incroyablement structurés, mais en plus c'est plus rapide de compter les scènes qui ne sont pas en plan séquence que celles qu'ils sont. Presque toutes sont tournées de cette façon, car c'est le film où Shyamalan essaye le plus de marquer le quotidien, et le plan séquence, avec son rendu fidèle du temps, marque encore plus le réalisme. Le seul élément surnaturel doit être David, donc rien d'autre ne doit trahir l'artificialité du film, et la marche du destin semble ainsi inéluctable. Il m'a fait remarquer des choses que j'avais pas vues. Il a étudié le travail des couleurs, des valeurs de cadre, il a pris le message du film pour le mettre en lien avec la filmographie de Shyamalan, etc. J'ai alors étiré ma curiosité jusqu'à regarder la première partie sur Star Wars 8. Et c'est avec beaucoup de mal que je l'ai terminé. J'avoue n'avoir regardé que la première partie de l'étude sur Star Wars 8, alors je peux passer à côté d'une analyse cinématographique plus poussée. Pour la première fois, je vais revenir sur un film Star Wars dans l'ordre chronologique et non thématique, afin d'aborder les mauvais points et les bons points au fur et à mesure qu'ils se présentent, et essayer de rétablir l'équilibre dans le jugement de ce film qui a de bonnes intentions, mais de mauvais résultats. Et déjà, je pourrais m'arrêter là. Là, son propos est nuancé, c'est bien. Il faut savoir reconnaître le bon dans le mauvais dans le bon. Il parle des différents films et épisodes de séries qu'a réalisé Ryan Johnson juste avant, donc ça c'est cool. Bon, par contre, histoire de pas pisser dans un violon pendant 2 h 30, un avertissement pour les détracteurs habituels des critiques envers Star Wars. Je ne suis pas fan de Star Wars. Je ne l'ai pas vu dans mon enfance, je n'y ai pas d'attachement nostalgique. Je trouve que ce sont de bons films ou séries. Je vous redirige vers mes autres vidéos pour plus de détails. Alors ça c'est important de le préciser, il fait bien parce que ça va influencer sa façon de percevoir le film. Et en même temps ça veut dire qu'il va pas tomber dans la nostalgie et en être aveuglé. Vous voulez voir pourquoi il y a tellement de problèmes que j'ai besoin de les aborder au fil du film? Boum! Première ligne de texte, premier problème. Il vient de l'épisode 7, mais problème quand même. Ouvrir avec « Le Premier Ordre règne » est un écho à l'ouverture de l'épisode 5 et c'est une heure sombre pour la rébellion, qui comme ici démarre avec l'attaque d'une base rebelle. Sauf que plusieurs années avaient passé entre l'épisode 4 et l'épisode 5, et ce texte du coup est nécessaire pour résumer le temps écoulé et introduire le nouveau problème. Ici, on démarre immédiatement après la fin de l'épisode 7, exactement comme dans une série télé. La preuve, Rey et Luke sont encore dans le cliffhanger de l'épisode précédent quand on les récupère. Donc le Premier Ordre règne, alors qu'ils viennent de perdre leur arme ultime, leur base principale, des millions de soldats et une armada dans l'épisode d'avant. Donc qu'est-ce que Snoke a à répandre dans la galaxie pour en prendre le contrôle? Alors déjà ça part mal. Quand tu critiques la première phrase d'un film comme ça, c'est que tu vas pas regarder le film. Tu vas le voir. Pour regarder un film, on a deux possibilités. Soit on accepte l'histoire, soit on l'accepte pas. À partir du moment où on conteste l'introduction, on peut pas s'investir dans l'histoire. Alors oui, le contexte politique n'est pas clairement montré dans le set, et c'est pour ça qu'il l'introduit clairement ici. Dès la première trilogie, George Lucas impose le hors-champ. L'exemple tout bête, c'est lors de la présentation de Han Solo. C'est un brigand, mais on ne sait pas ce qu'il a fait pour être pourchassé. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de le savoir. L'intérêt de commencer le film par Le Premier Ordre règne, c'est de montrer que malgré la destruction de leurs armes dans le set, les rebelles n'ont pas gagné pour autant. Pendant tout le film, il nous montre que les rebelles sont très faibles numériquement parlant. Ça explique pourquoi, d'après leur point de vue, détruire le Starkiller est un événement digne de la destruction de l'Étoile Noire, alors que le Premier Ordre a encore beaucoup de ressources,
bien plus que ce que n'ont les rebelles. Étant établi maintenant que Disney n'avait aucun plan précis au-delà du premier épisode de cette nouvelle trilogie concoctée par Abrams et Lawrence Kasdan, que j'ai décidé de nommer du fait qu'elle exploite l'adoration de la saga dans son scénario la nostalgie Star Wars, Bien sûr qu'a priori, quand une suite va totalement à l'opposé de là où allait l'épisode d'avant, ça peut sembler terrible, mais ça dépend des intentions derrière. Après un épisode 7 qui est une copie du 4, si on veut éviter une nostalgie, forcément il faut faire autrement. La nouvelle trilogie est la suite des 6 premiers épisodes. C'est normal qu'elle se serve du succès de la saga, sinon c'est pas une suite. Le principe de cet épisode, le deuxième de la trilogie, c'est de jouer avec les attentes du spectateur pour créer une frustration. Personne ne prononce clairement I have a bad feeling about this. Carrie Fisher est morte dans la vraie vie, mais Leia survit alors qu'ils avaient l'occasion de la tuer dignement. Luke ne veut pas retourner aider la galaxie, alors que c'est censé être le grand héros de la trilogie originale. Le suprême leader Snoke se fait humilier au milieu du film, sans qu'on ait vraiment eu l'occasion de le voir comme le suprême leader du Premier Ordre. Amiral Akbar, qui était devenu presque une icône grâce au même, meurt de manière ridicule, ou encore l'affiche qui est censée avoir le méchant en fond comme les autres, a Luke en fond. De plus, les couleurs dominantes sont le rouge et le blanc, alors que les autres tendent vers le noir et le bleu. À partir du moment où le deuxième épisode d'une trilogie qui s'inscrit dans une saga vieille de 40 ans déconstruit la mythologie de manière intentionnelle, est-ce qu'on peut encore dire qu'elle exploite l'adoration de la saga dans son scénario ? Rian Johnson est un auteur qui a déjà été récompensé pour son scénario avec Looper, mais aussi pour sa réalisation. Son dernier film, À couteau tiré, était nommé pour le Golden Globe du meilleur film de comédie, face à Once Upon a Time in Hollywood, Dolomite Is My Name, Jojo Rabbit et Rocketman. Quand on voit la concurrence, on se dit qu'il y a du niveau, donc clairement le mec sait faire des films. Ne pas trouver de justification à quelque chose, ça arrive, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je trouve ça contre-productif de chercher toutes les incohérences dans un film où un scénariste professionnel a passé des mois à écrire le scénario. Bien sûr qu'il peut y avoir des incohérences ou des problèmes, je ne dis pas le contraire, mais tu peux pas chercher chaque petite erreur et regarder le film en même temps. Un exemple simple, c'est dans Les Gremlins. Une des règles est de ne pas nourrir le gremlin après minuit. Sauf que après minuit, soit c'est toute la journée, soit c'est jamais. Donc ça ruine totalement le principe de la créature, mais ça n'empêche pas pour autant de regarder et d'apprécier le film. Chercher la moindre incohérence nuit totalement à l'expérience du film. Tell your precious princess there will be no terms, there will be no surrender. Okay, I'll hold. Tell him Leia has an urgent message for him. I believe he's tooling with you, sir. About his mother. Vous savez comment elle aurait dû se finir cette conversation ? Open fire! Ça, c'est un argument qui revient souvent. Ça aurait dû se passer comme ça, il aurait dû dire ça. Pourquoi il a pas fait ça ? Comme je l'ai dit, les films sont réfléchis pendant des mois. C'est le principe même d'un film que quelque chose ne se passe pas correctement. Si tout se passait parfaitement, que tous les personnages agissaient de la manière la plus parfaite et prenaient toutes les bonnes décisions, le film serait totalement inintéressant. Par ailleurs, c'est grâce à la faiblesse ou au conflit du personnage qu'on s'intéresse à lui. Si on prend le cas de Star-Lord comme exemple, on s'attache à lui grâce à son côté maladroit et un peu bête. Alors que les 9/10 de l'armada sont détruites, il ne reste plus qu'un bombardier et une seule soldate à l'intérieur pour sauver la situation, une illustre inconnue qui va parvenir in extremis à... Nope, morte. Morte. Non, je suis navré, à cette vitesse et vu sa position, il n'y a aucune chance que la meuf ait pu rattraper cette télécommande. Cet argument est vrai, c'est physiquement impossible. Sauf que tu es devant un film, et devant un film, tu acceptes certains codes. Par exemple, il n'y a aucun bruit dans l'espace normalement, sauf que dans la science-fiction, si. Là c'est pareil. Dans un film, la scène est tournée de manière à te faire ressentir des émotions. Selon moi, la réaction constructive est pourquoi la scène se déroule comme ça. Une des réponses qu'on peut donner serait que c'est pour montrer qu'une seule personne, peu importe qui, peut faire la différence même quand ça semble perdu. Je dis pas que c'est obligatoirement dans cette optique que Rian Johnson a écrit la scène, mais c'est une possibilité. Ça coïnciderait avec le sacrifice de l'amiral Holdo, mais aussi le propos de Star Wars 9. Et quand bien même on ne trouve pas de raison, ça ne veut pas dire que le film est mal écrit. Tout n'a pas besoin d'être justifié. In the Steven Spielberg movie E.T., why is the alien brown? No reason. In Love Story, why did the two characters fall madly in love with each other? No reason. In Oliver Stone's JFK, why is the president suddenly assassinated by some stranger? No reason. You probably never gave it a thought. But all great films, without exception, contain an important element of no reason.
And you know why? Because life itself is filled with no reason. Bien souvent, lorsque quelque chose nous choque dans un film, on ne cherche pas à comprendre pourquoi, et on blâme le film. En tant qu'étudiant en cinéma, mon but quand je regarde un film est d'essayer de le comprendre, et pas de le rabaisser. Ça ne veut pas dire pour autant que j'aime ou que je comprends tous les films. La raison pour laquelle j'ai fait une comparaison entre la vidéo sur Incassable et sur Star Wars 8 n'est pas pour porter un quelconque jugement sur Durandal ou son opinion, mais pour montrer que les arguments qu'il avance dans les deux vidéos ne sont pas du tout du même niveau. Selon moi, c'est plus intéressant d'écouter quelqu'un décrire sa passion pour l'histoire, les personnages, la réalisation de l'œuvre, que d'écouter quelqu'un se plaindre. Une chaîne que j'aime beaucoup sur YouTube est la chaîne Cinema Wins. Le but est simple, prendre un film et montrer tout ce qu'il apprécie dedans. C'est forcément subjectif, donc on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Mais même dans des vidéos sur des films qu'on n'aime pas, je trouve que c'est intéressant de confronter son avis avec le sien.